Benyamin Netanyahou veut faire exclure de la Knesset tout député qui soutiendrait la lutte armée contre Israël. Le vote de la loi sur l'État-nation du peuple juif continue de susciter des passions et de vives réactions. La ville de Ferguson aux États-Unis, secouée par de très violentes émeutes la nuit dernière, la justice venait de refuser d'inculper le policier qui a tué le jeune noir Michael Brown en août dernier. L'Iran ne se mettra jamais à genoux devant l'Occident. C'est la réaction très ferme du guide spirituel de l'Iran, Khamenei, au lendemain de l'annonce de la prolongation des discussions sur le nucléaire iranien. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. On va évoquer évidemment la situation politique en Israël car elle reste très agitée, très tendue, toujours concentrée autour de ce projet de loi que le Premier ministre Benyamin Netanyahou veut faire passer à tout prix. Celui qui instaure le mot d'État juif comme État-nation du peuple juif. Cela suscite évidemment beaucoup de réactions en Israël, également à l'étranger, aux États-Unis, puisque la Maison-Blanche a critiqué de manière assez feutrée, mais tout de même cette volonté du gouvernement israélien d'adopter donc ce projet de loi. On va en parler ce soir avec nos invités. Bonsoir Marius Chatner. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain ici en Israël. Bonsoir Daniel Haïk, vous êtes analyste politique sur i24 News. Là, des implications également sur le climat qui règne à la Knesset. On verra tout à l'heure un reportage étonnant sur une altercation très vive qui a opposé des députés au sein donc du Parlement israélien. Israel is the nation state of the Jewish people that allows and will continue to guarantee civic equality for all its individual citizens. אני בוודאי אפסיק אותך. אתה לא תפסיק אותי. אתה לא תפסיק אותי. מה זה פה? אני להמשיך לדבר. זה בדיוק הפאשיזם מה שאתה עושה. אתה פאשיסט. אתה פאשיסט וגזען. Mais avant de s'intéresser donc à la situation politique, d'abord, une semaine tout juste après l'attentat terrible de la synagogue d'Ar-Nof à Jérusalem. Attentat qui a fait 5 morts, 2 terroristes palestiniens qui s'étaient introduits dans cette synagogue avec des armes à feu et des armes blanches. Cela avait suscité une très vive émotion, vous vous en souvenez. Léa Berdugo est retournée sur place ce matin à l'heure précise où s'était produit cette attaque. Reportage. Dans le quartier ultra-orthodoxe d'Ar-Nof, la synagogue Keilat Bnei Torah porte encore les traces du drame. Il y a une semaine, 2 habitants de Jérusalem-Est ont perpétré une attaque sanglante causant la mort de 5 personnes. La population est toujours sous le choc. Quelques équipes de travailleurs sociaux et psychologues sont disponibles actuellement pour aider tous ceux qui en éprouvent le besoin. La tragédie est très traumatisante pour l'ensemble de la communauté. Nous connaissons toutes les familles, tous sont voisins et ils sont tous pacifistes. La religion est censée unir les gens, mais au lieu d'unir, malheureusement, vous voyez bien que cela provoque ce genre de choses. Et pour répondre à ce sentiment d'inquiétude croissant, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a pris des mesures extraordinaires. Ses agents de la municipalité travaillaient auparavant sur les parkings publics. Aujourd'hui, c'est armé qu'ils assurent la sécurité du quartier. Et le traumatisme est partagé. À cause des tensions grandissantes, Jamal, agent d'entretien de la synagogue, n'est toujours pas revenu travailler. Nous estimons que pour le moment, pour sa sécurité plus que pour la nôtre, il devrait rester hors de ces lieux jusqu'à ce que les choses se tassent un peu. Évidemment, de nombreuses personnes viennent visiter la synagogue. Je ne connais pas leurs intentions. Je suppose qu'elles sont bien intentionnées. Mais je ne voudrais pas déclencher ici une nouvelle guerre régionale. Donc oui, il reviendra et continuera de travailler ici. L'atmosphère est plus que délétère. Pourtant, certains Arabes israéliens ou palestiniens continuent de travailler dans le quartier. Certains employés viennent de Jérusalem-Est
Ils viennent sans crainte, ils viennent pour travailler, ils sont conscients de la situation. Mais compte tenu de la situation à Jérusalem, certains Arabes, tout comme les Juifs, ne se sentent pas en sécurité. On n'emmène pas nos enfants dans les centres commerciaux à l'heure actuelle à cause de la situation. La vie n'est pas assez sûre. Je souhaite la paix entre les deux peuples afin qu'ils puissent vivre ensemble. Un espoir qui semble être vain, mais pour certains, cet espoir est l'unique réponse à la souffrance grandissante partagée par les nombreuses communautés de Jérusalem. Voilà donc pour cette situation, donc une semaine après cet attentat. Est-ce qu'on dira, Marius Schattner, que cette situation sécuritaire qui pèse évidemment sur le quotidien à Jérusalem influe sur le climat politique, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est le climat politique qui rend justement ces populations aussi méfiantes et dans la peur? Les deux sont vrais. Je voudrais citer ce qu'a dit le chef de la police Danino, qui a dit que la montée des violences à Jérusalem, qui est évidemment extrêmement condamnable, il est lié à des provocations sur l'esplanade des mosquées. Mais il faut se rappeler que, par exemple, la loi sur la nation qui est proposée maintenant était débattue bien avant. Moi, je vois ça sur un autre contexte. Je vois en Israël, d'abord, une montée très forte de l'extrême droite, y compris au sein du parti Likoud. Et on a une situation délétère, un peu d'avant-élection, avec un Premier ministre israélien qui donne des gages à cette extrême droite. Daniel Haïk. Je voudrais peut-être revenir sur ce reportage en soulignant un peu la manière dont le monde orthodoxe réagit à cet attentat, parce que quelque part, on a l'habitude et le monde orthodoxe lui-même se met un peu en retrait de l'ensemble de la société israélienne, il vit un peu replié dans ses communautés, et là, quelque part, on l'a vu sortir et lancer des appels à l'unité, au calme, des appels pacifiques. Et je citerai par exemple on sait qu'une des victimes a été le policier druze Zidan Saïf qui a été tué donc au cours de cette attaque. On a vu une communauté orthodoxe se mobiliser, aller assister à ses obsèques, ce qui est, il faut le reconnaître, rarissime. Et on a vu cette communauté dire que lorsqu'il y a une sorte de fraternité dans le sang à ce niveau-là, eh bien, cet homme, ce druze, est un juste parmi les nations. C'est la manière dont la halakha, la codification juive, qualifie les personnes qui prennent le risque et qui se sacrifient leur vie pour défendre des juifs. Donc il y a quelque part c'est important de le souligner, il y a effectivement un électrochoc dans cette communauté, mais il y a une volonté de réagir et ne pas réagir de la manière haineuse, de ne pas multiplier les déclarations, on va dire, belliqueuses, mais plutôt d'essayer d'être un peu meilleur, je le disais déjà la semaine dernière, d'être soi-même un peu mieux, d'être au niveau de la communauté plus proche l'un de l'autre, plus attentif à l'un aux besoins de l'autre. C'est quelque chose qu'il faut souligner dans le cadre, on ne parle pas souvent des orthodoxes, mais c'est important de le souligner là aussi. Alors je voudrais qu'on parle évidemment de ce qui agite maintenant la classe politique israélienne. C'est donc ce fameux projet de loi instaurant donc le mot juif comme État-nation, donc Israël comme État-nation du peuple juif, ce qui suscite des critiques jusqu'à Washington, on l'a vu. Est-ce que vous avez l'impression que cette loi, on va dire, doit susciter de telles passions? Est-ce qu'elle est à ce point dangereuse, ou bien est-ce que, comme l'a dit Netanyahou aujourd'hui, finalement, elle ne fait rien d'autre que d'acter qu'Israël est déjà une démocratie et qu'il faut juste ajouter que c'est un État juif? Non, je ferai remarquer d'ailleurs qu'il y a même au sein du Likoud, parmi des personnalités centrales historiques du Likoud, des gens comme Moshe Arens, ministre de la Défense du Likoud, comme Begin, qui sont absolument pas des gens d'être soupçonnés de gauche, qui contestent cette loi. Je crois même la ministre de l'Éducation, la ministre de la Science, Livnat, s'y oppose. Alors pourquoi? Évidemment, dans un sens, ça ne change pas tout. Je voudrais citer une phrase que j'aime beaucoup du député arabe Ahmed Tibi qui dit toujours, parce que l'État d'Israël est déjà défini depuis des années comme État juif et démocratique. Et il a toujours cette phrase, il dit, c'est un État qui est démocratique pour les juifs et juif pour les arabes. Et en ce sens, qu'est-ce qui change? C'est pas qu'ils appellent l'État juif comme l'État du peuple juif, etc. C'est que la notion de démocratie est mise au second plan. Et là, il faut voir qu'il y a derrière cette loi tout un mouvement d'extrême droite qui, depuis plusieurs années, tente ou fait passer certaines lois, qui vise en même temps la Cour suprême, bien que dans cette loi, je ne suis pas sûr que ça ait des incidences. Et ce mouvement
a de plus en plus d'influence. Lorsque l'on parle de cette loi et que l'on se demande si effectivement c'est une loi qui mérite de provoquer la chute du gouvernement Netanyahou ou des élections anticipées, je crois que quelque part il faut préciser une chose. Je crois qu'elle est... Effectivement, elle a son importance, une importance particulière, parce que quelque part, et je ne suis même pas sûr que Benyamin Netanyahou mesure à sa juste valeur cette importance, elle est le reflet d'un état d'esprit au sein de la société israélienne. De la société israélienne qui, au cours, on va dire, des 20 dernières années, en particulier autour du processus d'Oslo et de l'échec du processus d'Oslo, a voulu essayer de revenir vers le paramètre juif de son identité. On peut dire historiquement que l'État d'Israël a été créé par les pères fondateurs essentiellement comme un État refuge après la Shoah, après les pogroms, et que beaucoup de Juifs qui sont arrivés après la Shoah se sont installés pour trouver un refuge. L'État d'Israël comme État refuge du peuple juif, c'était bon pour les 2-3 premières générations. Aujourd'hui, on est à la 4e génération et quelque part, il y a de par l'adversité autour d'Israël, de par également le renforcement, la radicalisation des mouvements musulmans, islamistes, de Daesh, etc., il y a une volonté de la part d'une partie importante, de plus importante de la population israélienne, de revenir vers son paramètre juif. Et donc, ce n'est pas par hasard. Netanyahou comprend qu'il y a ce changement. Il comprend que quelque part aujourd'hui, par rapport aux changements qui interviennent également dans le monde arabe, il faut que les choses soient claires. Il faut redéfinir l'État d'Israël comme État juif, parce que ce n'est pas obligatoirement clair pour tout le monde. Il faut redéfinir l'État d'Israël comme État juif, et ce phénomène, au niveau de la société israélienne, il se traduit par une recherche, pas obligatoirement de plus de pratiques religieuses, mais une recherche de racines dans l'histoire du peuple juif, dans la Bible, dans les textes qui sont le patrimoine du peuple juif depuis plus de 2000 ans. Et donc, c'est quelque part, il y a effectivement un changement. Et il faut, je crois, quelque part, redéfinir le caractère de l'État d'Israël comme État juif et démocratique. Et je ne pense pas qu'il y a une contradiction entre, comme le dit Tzipi Livni, entre l'État juif et l'État démocratique. Ce sont deux valeurs complémentaires et pas contradictoires. Elle ne dit pas ça. C'est vrai qu'il y a un renforcement de ce qu'on appelle le sentiment juif en Israël. Je voudrais remarquer quand même que là, il s'agit d'une loi fondamentale. On ne change pas, une loi quasi constitutionnelle, on n'a pas de constitution en Israël. On ne change pas la Constitution parce qu'il y a un mood qui va d'un côté de l'autre. D'autre part, je ne suis pas d'accord. Il y a du vrai, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Je ne pense pas que Ben Gurion considérait l'État d'Israël comme un État refuge. Et ce n'était pas sa vision, pas la vision des pères fondateurs de l'État. Il faudrait aller très loin à Herzl pour cette vision. Moi, je vois ça d'une autre façon. C'est-à-dire que il n'y a pas 36 moyens de gérer une situation. Si Israël continue à garder les territoires occupés, et compte tenu de la démographie, je veux dire, il est évident que ou bien on est un État, je veux dire, conserver ces territoires, il est impossible de garder la démocratie avec une minorité arabe qui est aujourd'hui de 20%, mais qui, si on continue la situation actuelle, sera 40-50%. Alors il faut un choix. C'est-à-dire là où il y avait une tension entre judaïsme, État juif et État démocratique, je dis tension, on arrive là pas à une tension, on arrive à une contradiction et on arrive à un choix. Et ce choix est extrêmement inquiétant. Il ne faut pas oublier que nous avons en Israël, dans les frontières encore de 67, nous avons un quart de la population qui n'est pas juive. Je veux dire, c'est à mon avis, c'est aberrant vers quoi on va. Et ce n'est pas par hasard que des personnes qui sont des caciques du Likoud et qui se relient à une tradition qui existe encore dans le Likoud, qui est même partagée par le président de l'État, voit ça avec affolement. Alors, on s'interrogera dans un instant sur, justement, par exemple, une critique émise par les Palestiniens aujourd'hui, qui est de dire que ça remet peut-être en cause la solution à deux États. C'est une manière peut-être d'enterrer la solution à deux États. Je voudrais juste qu'on regarde quand même ce qui s'est passé à la Knesset, parce que c'est aussi symptomatique du climat qui règne également au sein de la classe politique actuellement autour de ce texte. Ça s'est passé donc à la Knesset. Vous en avez vu une brève image tout à l'heure, mais voici en détail donc la scène racontée par Maxime Pérez. La loi sur l'État juif n'a pas encore été votée, mais elle embrasse déjà la Knesset. À la tribune, le député arabe israélien Mohamed Barka du parti Balad sonne la charge. C'est une loi qui est contraire à la paix, anti-citoyenne, contre l'égalité des droits et la démocratie. C'est une loi d'apartheid. Étouffez-vous avec, monsieur Feiglin. Moment de stupeur dans l'hémicycle. Mohamed Barka vient d'insulter Moshe Feiglin, le président de la Knesset par intérim,
à qui il reproche ses positions nationalistes et anti-palestiniennes. Feiglin lui ordonne de quitter immédiatement la Knesset, mais l'incident n'est pas clos. Quelques minutes plus tard, c'est un autre député du parti Balad qui se retrouve à la tribune. Lui aussi entend dénoncer la loi sur l'État juif, mais très vite, il préfère régler ses comptes avec Moshe Feiglin. Hannah Arendt était une militante antifasciste et vous êtes un fasciste. Vous êtes tout simplement un fasciste. Maintenant, laissez-moi parler. Fasciste, ce n'est pas une insulte pour vous, c'est un compliment. Je ne vous laisserai pas continuer. Moshe Feiglin demande l'exclusion du député. Mais Mohamed Zahhalka tente de résister au service d'ordre de la Knesset quand celui-ci vient à sa rencontre. Non, je ne me tairai pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Les fascistes ont pris le pouvoir ici. Nouvel accrochage devant les députés qui cette fois s'opposent à la décision de Moshe Feiglin. La Knesset devient une foire d'empoigne sous les yeux de la sénatrice américaine Elizabeth Warren, représentante démocrate du Massachusetts, plutôt amusée par la teneur des débats. Mais aux États-Unis, la future loi nationaliste suscite déjà des commentaires négatifs du département d'État. Son porte-parole, Jeff Radke, a rappelé qu'Israël devait continuer de respecter ses principes démocratiques. Une ingérence dénoncée ce mardi par Naftali Bennett, le ministre israélien de l'économie, qui évoque les tensions actuelles comme un problème interne à régler. Un problème qui, après l'avoir divisé, pourrait bien accélérer la chute du gouvernement Netanyahou. Voilà, donc ces images quand même assez violentes pour une scène qui se passe au Parlement israélien. On va retrouver d'ailleurs sur place à la Knesset Maxime Pérez. Bonsoir Maxime. Alors, il y a aujourd'hui cette décision du Premier ministre Netanyahou qui veut demander à ce que soient expulsés définitivement de la Knesset les députés qui soutiendraient en quelque sorte la lutte armée contre Israël. Oui, nouveau projet de loi résonance nationaliste, puisque selon des sources parlementaires, Benyamin Netanyahou aurait donné son accord à un nouveau projet législatif qui permettrait à la Knesset de démettre de ses fonctions tout député qui, en temps de guerre ou durant une action militaire, apporterait son soutien à un pays ennemi d'Israël, à une organisation terroriste ou tout simplement appellerait à la lutte armée contre Israël. C'est un projet de loi initié par le député nationaliste David Rotem, issu du parti Israël Beitenu, d'Avigdor Lieberman, mais un projet de loi, il faut dire, qui recueille beaucoup plus d'avis favorables et qui fait beaucoup plus le consensus que ce projet de loi sur l'État juif, puisque d'ores et déjà ce nouveau projet de loi dont il est question, intitulé Zohabi, on va y revenir, recueillerait déjà le soutien de près de 27 députés de la Knesset, du parti travailliste au Likoud, en passant par le parti centriste de Tzipi Livni, Atnoa. Alors ce projet, il est important à plus d'un titre. D'abord parce qu'il pourrait se joindre à la loi fondamentale sur la Knesset. Autrement dit, ce texte aurait valeur de texte constitutionnel. Et puis, d'autre part, il est aussi perçu comme une réponse aux provocations répétées de plusieurs députés arabes israéliens, notamment Hanin Zohabi du parti Balad, dont nous venons de voir à l'image des députés. Hanin Zohabi qui s'est illustré ces dernières années, ces derniers mois à maintes reprises, d'abord en prenant part à la flottille pour Gaza qui avait été interceptée par la marine israélienne il y a quelques années, et puis cet été en prenant fait et cause pour le Hamas, et surtout en refusant de qualifier de terroristes les Palestiniens qui avaient kidnappé puis assassiné ces 3 jeunes adolescents israéliens dans la région de Hébron. Alors nous avons déjà ce soir eu une réaction de l'intéressé Hanin Zohabi qui évidemment s'oppose à ce projet de loi qui la concerne au premier chef et qui déclare qu'un Parlement qui défend une loi dans laquelle des députés seraient à même d'être expulsés, eh bien, ne peut parler au nom de la démocratie. D'un mot, Maxime, le calendrier à présent pour cette loi qui fait débat, la loi sur l'État-nation, quel est-il ? Eh bien, on parle toujours d'une loi qui serait présentée
aux députés mercredi prochain, dans 8 jours. Donc on peut dire que c'est le branle-bas de combat ici à la Knesset, puisque les consultations sur ce sujet ont eu lieu tout au long de la journée. Elles concernent en premier chef les partis centristes de Tzipi Livni et Yair Lapid, qui sont des piliers du gouvernement et qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils pèseraient de tout leur poids pour faire échec à cette loi qu'ils jugent contraire aux intérêts d'Israël. Dans cette perspective, ils sont en train de bâtir une alliance avec le parti travailliste et également l'extrême gauche, à l'instar du parti Meretz, pour tenter de peser lors de ce vote. Mais c'est évidemment un pari extrêmement risqué pour Yair Lapid et Tzipi Livni, qui ne sont pas à la fête dans les sondages. Et il faut rappeler que, évidemment, si leur opposition se caractérisait la semaine prochaine à ce vote sur ce projet de loi sur l'État juif, eh bien, ils pourraient être amenés à se retirer du gouvernement Netanyahou, ce qui provoquerait des élections anticipées selon évidemment les observateurs. Et tout cela, évidemment, augure de jours extrêmement agités pour la classe politique israélienne et évidemment pour tout le pays. Merci Maxime Perez en direct de la Knesset. Alors, d'abord un mot sur ce que veut faire Netanyahou, c'est-à-dire faire expulser, mais donc à vie, en quelque sorte, les députés qui soutiendraient, on va dire, les ennemis d'Israël. D'abord, il faut préciser une chose. Au cours des dernières années, on va dire des 10-20 dernières années, les députés arabes israéliens ont été des éléments plus incitateurs que rassembleurs. Hein. On aurait pu penser que les députés arabes israéliens auraient pu être une sorte de pont entre les deux communautés, entre les communautés juives et les communautés arabes en Israël. Au contraire, ce pont-là, on peut le trouver par exemple chez les notables, chez les élus locaux et régionaux dans le secteur arabe israélien, mais pas à la Knesset. Les députés arabes israéliens à la Knesset sont, on va dire en général, dans leur grande majorité, des gens qui multiplient les déclarations incendiaires, qui multiplient les propos qui vont souvent trop loin, comme Hanin Zohabi, qui prennent des initiatives qui sont très mal comprises par la population juive en Israël. Et puis, si Benyamin Netanyahou prend cette initiative, je ne vais pas ici le cautionner, mais en tout cas, il faut comprendre que, par exemple, il y a des députés comme Azmi Bashara, un ancien député du parti Balad de Zahhalka, que l'on a vu être expulsé de la tribune de la Knesset, Azmi Bashara, le docteur Azmi Bashara, qui était député du parti Balad, d'un parti à la Knesset, donc dans l'état démocratique d'Israël, qui a été un informateur du Hezbollah pendant la seconde. Il est accusé de ça. Il est accusé, en tout cas, on va dire, il est accusé, il est soupçonné d'avoir informé le Hezbollah des tirs d'avoir guidé le Hezbollah pour orienter les tirs de roquettes et de missiles en direction du territoire israélien pendant la seconde guerre du Liban. Lorsqu'il s'est senti menacé, il a fui le territoire, il n'est plus revenu en Israël. Et donc, c'est pour essayer d'éviter ce genre de dérive que Benyamin Netanyahou prend ce genre d'initiative. Moi, je vois justement dans une dérive. Je voudrais revenir au fondement de la démocratie, c'est le partage des pouvoirs. Il y a un pouvoir judiciaire et un pouvoir législatif. Ce sont deux choses différentes. Qui va décider que quelqu'un incite à la violence? Netanyahou? Feiglin? M. Feiglin que nous avons vu ici, c'est quelqu'un qui, il y a 6-7 mois, était au Canada pour parler devant la GDL, la Jewish Defense League, qui est le groupe Kana qui est là-bas, qui est considéré par le FBI comme une organisation terroriste, alors que l'organisation Kahana-Chai en Israël, qui est frère, est considérée par Israël comme une organisation terroriste. Alors ce sont des gens comme lui, comme Feiglin, qui en 1995 a vu des propos très 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 bizarres sur Hitler et sur ses capacités militaires, qui vont décider qui peut parler ou ne peut pas parler. Si un député incite à la violence, s'il viole la loi, la loi israélienne permet de le poursuivre. Aucun problème là-dessus. Je ferai remarquer, d'ailleurs, personne n'en parle, que les députés arabes israéliens, dans un communiqué commun, ont dénoncé le meurtre atroce de la synagogue. Mais c'est cette confusion qui est insupportable. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, vous pensez que cette loi sur l'État-nation du peuple juif fait
on va dire, porte un coup ou pas aux discussions avec les Palestiniens et enterre la solution à deux États ou pas? Quelque part, je pense que Benyamin Netanyahou n'a pas été très habile de lancer ce projet de loi à l'intérieur, c'est-à-dire à la Knesset, on va dire dans le territoire israélien. D'un côté, on le sait depuis plusieurs années, il exige de la part de Mahmoud Abbas, des Palestiniens, qu'ils reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. Ça aurait pu en rester là. On aurait pu en rester là. Et il y avait une certaine justification à exiger des Palestiniens qu'ils reconnaissent justement le caractère juif de l'État d'Israël, le lien qui existe entre le peuple juif et la terre d'Israël. Je me souviens avoir posé une fois la question à un des responsables, Faisal El-Husseini, qui était un des responsables modérés palestiniens dans les années 95. Il m'avait dit, nous ne pourrons jamais reconnaître une présence juive, il ne m'avait pas parlé d'une présence israélienne, une présence juive sur cette terre qui est une terre considérée comme une terre de l'islam pour nous. Et donc, quelque part, tout le débat, le grand débat est là. Le débat dit le contraire. Le débat, alors le débat est là, le débat est là, et quelque part, je pense que effectivement, on est obligé. Je crois que Benyamin Netanyahou commet une erreur peut-être parce que le fait que cette loi ne fasse pas l'unanimité à l'intérieur de son propre gouvernement, je ne parle pas de l'opposition, eh bien cela peut affaiblir son argumentaire face aux Palestiniens. Les Palestiniens, Mahmoud Abbas pourra tout simplement dire, vous exigez de nous quelque chose que vous n'êtes même pas capable d'obtenir de la part de votre propre coalition. C'est donc. Je ne crois pas que ça porte un coup terrible au processus de paix. Il n'y a pas de processus de paix. On ne peut pas tuer un cadavre. Ouais. Ça confirme les Palestiniens dans leur vision d'Israël. C'est tout. Ouais. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs des réactions dans la rue aujourd'hui à propos de cette décision, donc peut-être de vouloir exclure des députés de la Knesset s'ils portent atteinte ou soutiennent la lutte armée contre Israël. C'est Maël Benoliel qui a tendu son micro à Jérusalem. Vous savez, on ne peut pas profiter de deux mondes. Une personne ne peut recevoir le soutien de la Knesset et en même temps être contre le pays qui lui donne la possibilité de s'exprimer. C'est bien le problème. Où est la frontière de la libre expression? Ce n'est pas toi et moi qui décidons. Le tribunal doit décider. Quand il le fera, il sera possible de le déterminer. Ce n'est qu'à ce moment que des sanctions pourront être prises. Je pense effectivement que les déclarations de députés qui incitent à la violence, peu importe quel genre de violence, devraient être exclues du Parlement pour incitation à la violence. Le rabbin Kahana a été exclu il y a des années, donc je pense qu'il est temps pour le gouvernement d'exclure ses députés. Je bénis cette nouvelle proposition de loi et j'espère qu'aussitôt qu'elle sera passée, tout sera plus clair. Celui qui agit contre la loi sera puni. Voilà donc pour ces quelques réactions donc recueillies dans les rues de Jérusalem. On n'a pas fini de reparler en tout cas de cette loi qui continue donc de susciter de vives polémiques et des passions. Merci Marius Chatner, merci Daniel Haïk. Dans un instant, la suite du Grand Direct. On parlera évidemment de la situation aux États-Unis après les très violentes émeutes qui ont secoué la ville de Ferguson. Émeutes raciales comme l'Amérique n'en avait plus connues depuis de nombreuses années. Cela évidemment n'est peut-être pas fini ce soir. Il y aura en tout cas d'autres infos également dont on vous parlera dans un instant. Restez avec nous pour la suite du Grand Direct. Benyamin Netanyahou veut faire exclure de la Knesset les députés qui soutiendraient la lutte armée contre Israël. Le vote de la loi sur l'État-nation du peuple juif continue de susciter de vives polémiques en Israël. La ville de Ferguson aux États-Unis secouée par de très violentes émeutes la nuit dernière. La justice venait de refuser d'inculper le policier qui a tué le jeune noir Michael Brown en août dernier. L'Iran ne se mettra jamais à genoux devant l'Occident. C'est la réaction très ferme du guide spirituel iranien au lendemain de l'annonce de la prolongation des discussions sur le nucléaire iranien. Des scènes d'émeutes sans précédent la nuit dernière à Ferguson, aux États-Unis. Quelques minutes auparavant, le grand jury du tribunal de Saint-Louis avait décidé de ne pas inculper le policier qui a tué le jeune noir Michael Brown de plusieurs balles lors d'une altercation en août dernier. Des immeubles, des magasins ont été incendiés et pillés. 29 manifestants au moins ont été interpellés. Et le calme n'est revenu que ce matin, avant peut-être de nouvelles émeutes la nuit prochaine. Julia Ganancia.
Immeubles incendiés, policiers pris pour cible, commerces pillés, la ville américaine de Ferguson a connu une nuit d'émeutes et de violence. Pas de justice, pas de paix, scandent les manifestants en colère. La police riposte à coups de gaz lacrymogène, matraques et grenades aveuglantes. Dans les rues de Seattle, New York, Chicago et Los Angeles, des milliers d'Américains descendent aussi manifester spontanément pour dénoncer le racisme. Il a tué un être humain. C'est un être humain avant d'être un noir. Nous nous sommes battus contre ça pendant des années. Donc à quoi ça sert? Quand quelqu'un tue votre fils, peu importe de quelle couleur il est, c'est un autre être humain. Et là, il s'en sort en toute impunité alors qu'il a tué. Des gens ont fait de la prison pour avoir tué des animaux. C'est ridicule. Après 3 mois de délibération, les 12 jurés, 9 blancs et 3 noirs, ont annoncé que le policier Darren Wilson ne serait pas inculpé dans la mort de Michael Brown, jeune noir non armé. Le jury a considéré qu'il avait agi en état de légitime défense après une altercation. J'ai conscience que cette décision ne sera pas acceptée par certains et peut en décevoir d'autres. Mais toutes les décisions dans le système judiciaire pénal doivent être prises en fonction des preuves physiques et scientifiques et des témoignages crédibles corroborés par ces preuves. Et non en réponse à l'indignation publique ou à des fins politiques. Peu après l'annonce de la décision, la famille de Michael Brown et le président Barack Obama ont exhorté la foule à manifester dans le calme et la police à faire preuve de retenue. Nous sommes une nation fondée sur le respect de la loi. Et nous devons donc accepter que cette décision appartienne au grand jury. Certains Américains l'approuvent, d'autres Américains sont profondément déçus, même en colère. C'est une réaction compréhensible. Mais je me joins aux parents de Michael Brown pour appeler tous ceux qui contestent cette décision à le faire de manière pacifique. La décision est vécue comme un déni de justice et réveille le spectre du racisme aux États-Unis, et particulièrement à Ferguson, une ville à majorité noire où policiers et élites sont quasiment tous blancs. Les débordements dans cette ville risquent d'enclencher un nouveau cycle de violence et d'accroître les tensions. Voilà, et l'avocat de la famille de Michael Brown vient de dénoncer à l'instant donc ce qu'il appelle une décision parfaitement injuste. À Hong Kong, la police a démantelé aujourd'hui les barricades tenues par des manifestants pro-démocratie depuis maintenant près de 2 mois. Plusieurs leaders de ce mouvement se trouvaient d'ailleurs sur place et ont été interpellés avec au moins 80 personnes. Il s'agissait pour la police de débloquer un quartier du centre-ville face à la colère notamment des commerçants. L'Occident ne mettra jamais l'Iran à genoux. C'est la réaction très ferme du guide spirituel iranien, l'ayatollah Khamenei, au lendemain de l'annonce de la poursuite des discussions sur le nucléaire avec l'Occident. Les conservateurs iraniens incarnent en effet une ligne très dure du régime, alors que les modérés, eux, se félicitent de la poursuite des discussions et de l'ouverture obtenue avec l'Occident. Léa Volbert. 7 mois supplémentaires pour parvenir à un accord définitif. Si les conservateurs iraniens fustigent un échec et accusent un signe de faiblesse, l'ayatollah Khamenei, pourtant très hostile aux États-Unis, défend sa décision. Dans les accords avec la République islamique, on peut voir que par rapport à la question du nucléaire, les États-Unis et les puissances de l'ancienne Europe coloniale se sont unis et ont utilisé leur pouvoir pour mettre la République islamique à genoux concernant la question nucléaire. Mais ils n'ont pas été capables de la mettre à genoux et ne seront jamais capables d'atteindre cet objectif. Quelque temps avant cette déclaration, Hassan Rouhani, le président iranien, avait appelé la population à soutenir la poursuite des discussions, arguant que pendant ce temps gagné, les centrifugeuses continuent de tourner. Il y a grande pression sur les 2 parties pour conclure un accord. Les choses se compliquent, compte tenu du manque de confiance entre les 2 parties, en particulier du côté des grandes puissances. Mais avec le temps, la confiance entre les 2 parties sera renforcée. En janvier dernier, l'Union européenne avait une première fois gelé une série de sanctions concernant les secteurs clés de l'économie iranienne, les produits pétrochimiques, le commerce de l'or et des métaux précieux ou encore les transferts financiers en échange du gel d'une partie des activités du nucléaire iranien.
Une mesure renouvelée en juillet dernier qui, faute d'aboutir à un accord global, permet à l'Iran de maintenir une activité économique viable. Les 700 millions de dollars mensuels que va recevoir Téhéran pendant ces 7 mois supplémentaires représentent la vente de 300 000 barils de pétrole par jour, soit une augmentation des exportations d'environ 30%. Son histoire a été racontée dans un livre et dans un film. Il est surnommé le Prince Vert. Ce Palestinien, Mossab Hassan Youssef, est le fils de l'un des membres fondateurs du Hamas. Et son histoire est incroyable puisqu'il a réussi à être un agent double pour Israël, qui a réussi donc à infiltrer les hautes sphères du Hamas pendant une dizaine d'années. Il vit aujourd'hui aux États-Unis, protégé par les Américains qui lui ont accordé l'asile politique. Il était ce soir l'invité de la chaîne anglaise d'i24 News, extrait de l'entretien exclusif qu'il a donc accordé à Lucie Harish tout de suite. Nous avions et nous avons toujours de nombreux problèmes sociaux et économiques. Si on tente de savoir pourquoi, on se rend compte que cela est dû à une illusion, au pouvoir absolu de la religion. Les gens croient à des théories qu'ils prennent pour des réalités. Malheureusement, cela les empêche de voir la personne en face. Cela les empêche de voir l'humanité des autres cultures et des autres sociétés. Mon père et ses alliés se croyaient supérieurs à tous les autres. Quelque chose n'allait pas dans ce tableau. Quand j'ai commencé à découvrir le monde du renseignement et que j'ai compris ce qu'était la tromperie, j'ai compris le camp d'en face. J'ai vu l'humanité dans le camp d'en face. J'ai rencontré des étrangers, des États-Unis, d'Europe, d'Asie. J'ai compris que nous n'étions pas différents, que nous devions nous entendre. J'ai fini par réaliser que le meurtre et la violence n'étaient pas la bonne voie. Voilà donc pour cet entretien accordé par le Prince Vert, c'est son surnom, à i24 News. Le président égyptien Al-Sisi poursuit sa première tournée européenne depuis sa prise de fonction et la chute des islamistes en Égypte. Il était hier à Rome, reçu pour la première fois par le pape François pour évoquer la situation inquiétante des chrétiens d'Égypte et par le chef du gouvernement italien Renzi. Aujourd'hui, il doit arriver en France où il va donc également être reçu au plus haut niveau. Et l'on va retrouver d'ailleurs en direct de Paris Meir Masri Feki, qui est chercheur à l'université de Paris 8, spécialiste de l'Égypte. Bonsoir Meir Masri Feki. Bonsoir. En quoi cette visite pour vous peut marquer en tout cas un tournant ou être un événement ? Tout d'abord, il s'agit de la première tournée internationale du président Sisi. Après la visite de Moscou et la visite des pays arabes, on peut dire que c'est le retour de l'Égypte sur la scène internationale après 3 ans d'absence. Donc c'est aussi une réhabilitation du régime égyptien qui a été boudé par l'Occident, par la communauté internationale depuis la répression sanglante des frères musulmans l'année dernière. Donc ça c'est sur la forme. Sur le fond, il y a un dynamisme qui est quand même inhabituel pour l'Égypte qui sort d'un immobilisme vieux de 30 ans avec un certain nombre de propositions. C'est un régime qui veut s'engager, il veut s'engager en Libye, il veut trouver des solutions pour la guerre en cours au nord de la Syrie et de l'Irak contre l'État islamique, et surtout qui est engagé, et c'est ce qui nous intéresse le plus, dans la résolution pacifique du conflit israélo-palestinien, avec notamment cette proposition invraisemblable, celle d'envoyer des troupes en Cisjordanie, et c'est pour la première fois depuis le début de l'histoire israélo-arabe que l'Égypte offre qu'une offre égyptienne de cette nature soit à l'ordre du jour. Alors justement, vous parliez de la Libye, Meir Masri Feki. Les Égyptiens tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils craignent de voir la Libye devenir un peu comme l'Irak et tomber peut-être aux mains de djihadistes comme ceux de l'État islamique. Oui, la frontière entre l'Égypte et la Libye est très longue. Les armes qui proviennent en Égypte, et notamment le dernier rapport des renseignements militaires égyptiens a bien indiqué que les armes, tout l'arsenal militaire qui était aux mains de plusieurs groupes terroristes dans le Sinaï était d'origine libyenne, et par conséquent l'Égypte, l'enjeu libyen pour l'Égypte
une question majeure et c'est également un enjeu majeur pour la France, pour la présidence française qui a également envie de s'impliquer en Libye. C'était d'ailleurs le sujet d'une discussion entre Sisi et Hollande en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en fin septembre. Donc ce qui explique également la visite actuelle du président égyptien à Paris. C'est l'un des enjeux. Merci beaucoup Meir Masri Fekki. Je rappelle donc que vous êtes chercheur à l'université de Paris 8. Vous étiez en direct de Paris. On passe à la culture tout de suite. L'actualité culturelle, c'est avec vous ce soir, Valérie Abékassis, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va s'intéresser à une polémique qui fait rage en Israël à propos d'un chanteur qui devait être invité à chanter à la résidence du président israélien Rivlin à l'occasion de la commémoration de l'exil des Juifs venant des pays arabes lors de la création de l'État d'Israël. Or, eh bien, c'est assez rare, le président israélien a retiré son invitation. Ce chanteur, c'est Amir Benayoun. Vous expliquez déjà qui il est. Voilà, c'est ça. Je vais vous expliquer qui est Amir Benayoun. C'est une star dans son pays. C'est un musicien qui fait de la musique misrahi, de la musique orientale, qui revendique ses racines orientales. Il est né dans le sud du pays, à Beersheva, et ses parents sont d'origine algérienne. Alors, je vous disais que c'est une star dans son pays. Il a 108 000 amis sur Facebook. Il a fait une douzaine d'albums. Le premier s'est vendu à 40 000 exemplaires. Et donc, il appartient, on va dire, à la catégorie de ces artistes orientaux qu'adore le grand public israélien des petites villes. On est bien loin de ces chanteurs branchés qui s'exportent. Donc, il était assez logique que Amir Benayoun, avec ses étendards des valeurs orientales, soit invité ce dimanche chez Rivlin, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une journée, une cérémonie commémorative pour l'exil des Juifs en terre arabe et l'exil des Juifs d'Iran. Il faut savoir qu'Amir Benayoun a sorti un album qui s'appelait Arabique. Il a également sorti un album il y a très très peu de temps consacré et dédié à la révolution syrienne. Donc, je vais vous donner quand même le titre de la chanson. La chanson est incroyable. Il a été bouleversé, comme bon nombre d'Israéliens, par l'attentat mardi dernier à la synagogue Har Nof à Jérusalem. Et donc, il a immédiatement publié et posté sur le net une chanson qui s'appelle Ahmed aime Israël. Les paroles sont sans équivoque. Donc, il se met dans la peau d'un arabe de Jérusalem. Hein. Voilà, il se met dans la peau d'un arabe, enfin d'un Israélien arabe de Jérusalem. Ça donne ça en paroles. Salam alaikum. Mon nom est Ahmed. J'habite à Jérusalem. J'étudie à Tel Aviv. Il n'y a personne comme moi qui aime autant les deux mondes. Aujourd'hui, je suis modéré. Je souris. Demain, je volerai vers le paradis. J'enverrai un juif ou deux en enfer. Un peu plus loin dans cette chanson, Amir Benayoun chante. C'est vrai que dès que tu auras le dos tourné, donc il s'adresse à un juif, eh bien je te planterai un poignard dans le dos. Ahmed aime Israël. Cette chanson se termine par ces paroles suivantes. Je suis un ingrat total. C'est vrai que je ne suis pas coupable et que mon enfance a été sans amour. Alors bien évidemment, ça a soulevé un tollé. Mais dans les deux sens. C'est une chanson qui est jugée anti-arabe par la présidence d'Israël. Oui, alors non, mais c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui dit mais il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et puis une autre partie qui dit c'est un scandale. Et donc quand le président Rivlin décide d'interdire dimanche prochain l'avenue d'Amir Benayoun, c'est d'une certaine façon dire eh ben voilà, le pays ne va pas céder à la haine civile et au racisme. Il faut savoir, chaque pays a ces espèces de contradictions et de polémiques entre la musique et l'art. En France, on a eu Orelsan et les femmes. Là, c'est bien évidemment beaucoup plus douloureux. Il faut savoir que cette chanson a été téléchargée des milliers de fois et qu'elle fait déjà l'objet de parodies. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. Je ne sais même pas si on a pu entendre. On a vu, on a écouté un extrait. Voilà, mais c'est très oriental, comme vous avez pu l'entendre. Amir Benayoun a republié aujourd'hui une chanson. Alors on voit les parodies, l'image pendant que vous parlez. Voilà, ça c'est quelqu'un qui se moque d'Amir Benayoun. Et donc du coup, Amir Benayoun a réagi aujourd'hui, parce qu'évidemment c'était un choc pour lui de ne pas être invité chez Rivlin, le président Rivlin. Et donc il a publié une autre chanson qui en gros dit « J'ai droit de m'exprimer et vive la liberté d'expression ». Ah ben voilà, en tout cas il n'ira pas chanter chez le président Rivlin, c'est un communiqué de la présidence aujourd'hui. Merci Valérie Abékassis. En Tunisie, proclamation des résultats officiels du premier tour de la présidentielle. C'est bien le candidat laïque qui arrive en tête avec plus de 39% des voix, 6 points d'avance sur le président sortant Marzouki, qui est lui soutenu par les islamistes d'Ennahda. La date du second tour n'a pas encore été fixée, probablement avant la fin du mois de décembre. Un nouveau raid aérien a visé aujourd'hui le seul aéroport qui fonctionne à Tripoli, en Libye. C'est le deuxième raid en moins de 24 heures attribué aux forces d'un ex-général fidèle à Kadhafi et qui a décidé de combattre les milices islamistes
pour tenter de restaurer le pouvoir du régime en place. Julia Ganancia. Nouveau raid aérien ce mardi matin contre l'aéroport de Mitiga, le seul en service à Tripoli, quelques heures après une première attaque. Pas de dégâts dans le terminal ni sur la piste d'atterrissage, mais aux alentours, les impacts sont flagrants. L'aéroport est contrôlé depuis le mois d'août par les miliciens pro-islamistes de Fajr Libya. Les forces armées fidèles à l'ex-général libyen Khalifa Haftar ont revendiqué les raids aériens. Hier, nous sommes allés dormir en entendant une frappe aérienne et ce matin, nous nous sommes réveillés avec une autre frappe aérienne. Ils ont frappé à 3 reprises autour de la base aérienne. Ils ont frappé des maisons où logeaient des familles et des femmes, mais ils n'avaient rien à chercher ou à détruire ici. Depuis 3 mois, les miliciens de Fajr Libya ont installé un gouvernement parallèle à Tripoli. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale s'est lui réfugié dans l'est du pays. Depuis, l'armée libyenne pro-gouvernementale tente de reprendre le contrôle de la ville. Omar Al-Assi a réagi ce lundi. Le premier ministre du gouvernement autoproclamé a annoncé qu'il est forcé de s'engager dans une guerre qu'il a promis de gagner. Le gouvernement de salut national adhère à la politique de paix consistant à accepter le camp opposé et à s'asseoir à la table des négociations. Mais les circonstances et les événements des derniers jours à Benghazi ainsi qu'à Tripoli aujourd'hui nous forcent à mettre en œuvre une politique de guerre et d'affrontement. Nous vaincrons avec l'aide de Dieu. Dieu est grand. Depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, les autorités de transition et l'armée libyenne ont échoué à asseoir leur emprise sur un certain nombre de milices, notamment islamistes, qui font désormais la loi dans un pays plongé dans le chaos. Originaire de l'est du pays, Khalifa Haftar a d'abord servi Mouammar Kadhafi avant de se retourner contre lui. Aujourd'hui, il se présente comme chef de l'armée nationale libyenne et dit vouloir rétablir la légitimité de l'État. Au Nigeria, 2 femmes kamikazes ont mené une attaque suicide sur un marché dans la ville de Maiduguri, dans le nord, aujourd'hui. Elles se sont faites exploser en tuant au moins 45 personnes. C'est un attentat qui est attribué aux islamistes de Boko Haram, mais c'est la première fois que les femmes sont donc recensées comme terroristes au sein de ce mouvement. L'économie, à présent. Et on accueille Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier. Alors, on va s'intéresser ce soir au boom que connaît actuellement le marché aérien en Israël. C'est assez spectaculaire. Alors effectivement, selon un rapport publié par l'autorité israélienne, l'autorité civile, de l'aviation civile, mais également du ministère des Transports israélien, près de 20% de croissance depuis l'année dernière. Ça s'explique principalement parce qu'Israël, on s'en souvient, avait signé l'accord Open Skies avec l'Union européenne. Alors, ce qui est un paradoxe, les compagnies aériennes El Al, Arkia, Israël n'avaient pas voulu faire partie de cet accord. Et en fait, avec un peu plus de recul, elles ont bénéficié, puisqu'en un an, elles ont eu à peu près plus 18% de croissance dans leur activité. El Al a même ouvert des nouvelles destinations. Elle a même créé un low cost qui s'appelle Up. Et surtout, elles ont gagné des parts de marché contre les compagnies aériennes internationales basées qui vont à Tel Aviv. Leur part de marché passe de 32 à 33%. Alors c'est une bonne nouvelle donc, pour ces compagnies aériennes, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les consommateurs, cette concurrence. Alors, tout à fait, puisque les billets des billets d'avion ont baissé, on l'a vu il y a quelques jours. EasyJet a annoncé l'ouverture de la fameuse ligne Paris-Tel Aviv, qui va ravir beaucoup de personnes, mais également il y a un rapprochement, notamment les Israéliens aiment voyager, aller notamment en Chine. Le ministre israélien des Transports veut développer les relations avec la Chine, notamment il y a beaucoup de sociétés high-tech et de pharmacie. Donc la société aérienne Hainan Airways, qui est la 4e société chinoise, va ouvrir une route entre Pékin et Tel Aviv. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle aura l'autorisation de voler à travers les pays arabes, au-dessus des pays arabes, et réduire ainsi de 2 heures, sans doute, en fait, le temps de destination de 9 heures à 11 heures aujourd'hui pour El Al. Évidemment, ça doit être validé par les autorités israéliennes. Alors, il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y a eu cet été la guerre, évidemment, avec Gaza, l'opération Border Protectrice, qui a coûté en quelque sorte évidemment du trafic passager aux compagnies en Israël. Et d'ailleurs, El Al a vu ses profits chuter fortement à cause de cela. Effectivement, mais c'est un profit warning, c'est un profit trimestriel. Si on regarde d'un point de vue global, cet accord est extrêmement bénéfique, mais évidemment, ça met El Al sous pression parce qu'elle doit se réinventer comme compagnie aérienne. Et c'est pour ça qu'elle a créé une compagnie low cost Up qui va concurrencer les futurs EasyJet ou Ryanair.
Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier, pour cet éclairage sur le trafic aérien en Israël. La France, elle a décidé ce soir de surseoir pour l'instant à la livraison des fameuses frégates Mistral à la Russie. C'est une décision qui a été annoncée par le président François Hollande lui-même en raison, dit-il, de la situation actuelle en Ukraine. Moscou, de son côté, affirme ne pas vouloir pour l'instant saisir la justice et fera preuve, je cite, de patience en attendant cette livraison promise de ces frégates porte-hélicoptères. Pour le président turc Erdogan, la femme n'est pas encore l'égale de l'homme. Cette petite phrase suscite évidemment un tollé, d'autant que c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Elsa Mourgue. Les chiffres publiés par l'ONU sont glaçants. À l'échelle mondiale, 50% des agressions sexuelles concernent des filles de moins de 15 ans. L'Organisation des Nations Unies lance donc un appel en cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. Un appel à destination des parlements de tous les pays afin qu'ils mettent en place de nouvelles lois pour protéger davantage les adolescentes. Ce sont malheureusement de récents événements qui ont mis en lumière les problématiques des jeunes victimes et notamment le rapt en avril dernier de plus de 200 lycéennes par le groupe terroriste Boko Haram au Nigeria ou encore la vente comme esclaves de fillettes dans les territoires contrôlés par l'organisation État islamique. Et les associations de soutien aux femmes évoquent le problème du féminicide. Le féminicide, en fait, c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Donc ça va des violences conjugales. Je rappelle que c'est une femme tous les 2 jours et demi qui décède en France sous les coups de son conjoint, jusqu'au, par exemple, en Chine, les néonaticides, c'est-à-dire des femmes, des petites filles qui sont tuées à la naissance parce qu'elles sont filles. Chaque année, des millions de jeunes filles sont victimes de mariages forcés. Dans la majeure partie des pays en développement, une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 18 ans et une sur 7 avant l'âge de 15 ans. Autre problématique concernant directement les jeunes filles. Annuellement, ce sont près de 3,3 millions de fillettes qui courent le risque d'être excisées. La journée internationale contre les violences faites aux femmes existe depuis 15 ans, mais ces violences atteignent encore un niveau inacceptable selon l'OMS, qui juge les efforts déployés insuffisants. Le pape François était en visite à Strasbourg aujourd'hui. Ce n'est pas la France que le pape est venu visiter, mais les institutions européennes, le Parlement et le Conseil de l'Europe qui siègent dans cette ville. Le pape en a justement profité pour critiquer l'attitude de l'Europe qu'il juge vieillissante. Joseph Emmanuel. La vieille Europe secouée par le pape François. C'est à Strasbourg, en France, à un peu plus d'un siècle de la loi 1905 séparant l'État de l'Église, que le successeur de Saint-Pierre a parlé. Dans une allusion au conflit ukrainien, il a appelé l'institution qu'est l'Europe, créée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à poursuivre l'action pour laquelle elle fut faite, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Dans un retournement de l'histoire après 9 croisades traversant les 1000 dernières années, le pape exhorte l'humanité à ne plus se mépriser. La paix est mise à l'épreuve dans d'autres formes de conflits, tels que le terrorisme religieux et international, qui nourrit un profond mépris pour la vie humaine et fauche sans discernement des victimes innocentes. Après avoir déploré une Europe à l'image vieillie devant les eurodéputés, le pape François a enfoncé le clou devant le Conseil de l'Europe dans un appel à retrouver sa jeunesse d'esprit qui la rendait grande et féconde. Une Europe un peu fatiguée et pessimiste, qui se sent assiégée par les nouveautés provenant des autres continents. Nous pouvons demander à l'Europe, où est ta vigueur? Où est cette tension vers un idéal qui a animé et fait grandir ton histoire? Des mots qui résonnent comme un sermon pour François, premier pape non européen depuis Grégoire III au 8e siècle. Des mots qui collent également au choix qui était le sien quand il décidait de son nouveau prénom, en souvenir de l'engagement de saint François d'Assise dans le choix d'une vie simple et pour la paix. Et on termine avec les sports. La Ligue des Champions, et on approche de la fin de la première phase, la fameuse phase de poule. Bonsoir Lise Barenbaum. Bonsoir. On va parler du Paris Saint-Germain qui est déjà qualifié, qui a donc beaucoup moins de soucis ce soir contre l'Ajax. Oui, donc le Paris Saint-Germain qui va jouer au Parc des Princes. Donc effectivement, ils ont déjà validé leur ticket pour les 8e grâce aux 10 points qu'ils ont accumulés lors des 4 premières journées. Mais la mission maintenant pour le PSG, ça va être de finir à la première place. Et ça, le Barça qui est aussi dans le groupe du PSG va essayer de l'empêcher. Alors c'est pas anodin de finir à la première
première place, puisque la saison passée, de grosses écuries comme Manchester City ou Arsenal se sont cassés les dents en 8e après avoir fini second lors des phases de poule. En fait, selon des statistiques, si le PSG finit premier ce soir, eh bien, il aurait 72% de chances de passer en quart de finale. Donc on le leur souhaite. Mais au-delà de l'aspect footballistique, ce soir, il y aura un vrai enjeu sécuritaire. Paris est dans une ambiance complètement électrique. 95 supporters néerlandais ont été interpellés. Il y a eu 54 placements en garde à vue. Et le ministère de l'Intérieur français a même interdit aux fans néerlandais qui n'ont pas de billets pour le match de se diriger vers Paris. Pour rappel, au match aller, 80 personnes avaient aussi été interpellées. En tout cas, Laurent Blanc, lui, il n'est pas inquiet par rapport aux hooligans, mais par rapport au niveau de ses adversaires. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Et pour cette équipe de l'Ajax, je trouve qu'elle a des très très bons jeunes joueurs, surtout dans le secteur offensif. Donc voilà, ça sera certainement une partie plaisante à regarder, un match aussi très plaisant à jouer pour les joueurs, mais ça sera un match difficile à gagner. Donc concentrons-nous sur ce match-là avant de penser à jouer à Barcelone, à être invaincu, etc., etc. Alors, autre match qui retient l'attention ce soir, Lise, c'est le Bayern qui reçoit Manchester City. Et là, c'est City qui a vraiment sa dernière carte à jouer. Oui, le champion d'Angleterre, donc qui fait pâle figure face au champion d'Allemagne en titre. Manchester City, lors de son dernier match de C1, s'est incliné sur sa propre pelouse face au CSKA Moscou et donc s'éloigne des huitièmes de finale puisque les Mancuniens sont derniers du groupe E. Donc ce soir, c'est la dernière chance. Il va falloir qu'ils gagnent contre le Bayern. Pas le droit à l'erreur pour passer en huitième. Et puis le Bayern en face, par contre, est très en forme. La dernière victoire, c'était face à l'AS Roma en Ligue des Champions. Donc ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes. Côté anglais, en plus, le moral n'est pas au beau fixe puisque les Citizens en championnat national sont seulement troisième à 8 points du leader Chelsea. Donc très difficile pour Manchester ce soir. Voilà, et puis à l'instant d'ailleurs dans ce groupe dont vous nous parlez, Lise, le résultat final du match entre le CSKA Moscou et la Roma, 1-1. Donc finalement, ça peut faire les affaires de City en cas de victoire. Merci Lise Barenbaum. Voilà pour le football. Nous, on va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct. Un débat qui sera consacré au changement de ministre de la Défense aux États-Unis après la démission de Chuck Hagel. Est-ce que cela va modifier la stratégie ou pas des Américains au Proche-Orient et notamment en Syrie contre l'État islamique? On en parle dans un instant avec nos experts, nos invités. Restez avec nous. Suite du Grand Direct après une pause.